présenter, je m'appelle Lynn, je suis super contente d'être ici, je connais quelques visages. Je vais vous parler des semences, mais dans le contexte qu'on vient de voir. Je ne répéterai pas les données que mon collègue vient de vous dire, mais je vais plutôt les appuyer en vous décrivant un peu mon projet, qu'est-ce qui se passe dans le monde des semences. Là, vous allez dire le rapport des semences avec aujourd'hui, oui, agriculture, permaculture, les systèmes qui se défont. Vous allez tout voir ça. Le PowerPoint n'est pas très adapté, mais on va passer. Est-ce que c'est ça? Vous tournez la page pour l'autre, puis moi, je me débrouille tout seul. C'est ça? OK. Alors, moi, j'ai un projet qui est une semencière, terre promise, semencière artisanale à l'île Bizarre sur 1 hectare. Et pourquoi je me suis intéressée à ça? J'ai toujours passé pour la bizarre dans ma famille, dans mon cercle d'amis. Je pense qu'il y en a qui se reconnaissent. Des fois, on est toujours vu comme, mais j'avais des idées, puis mes idées étaient peut-être pas bien acceptées dans le milieu. Et quand j'ai commencé à travailler pour Semences du Patrimoine Canada, j'ai eu accès à de l'information que peut-être les gens n'ont pas nécessairement, et ça m'a complètement chavirée et bouleversée. Depuis 100 ans, les 100 dernières années, 75% des variétés sont éteintes. Ce n'est pas dans les banques de semences, ce n'est pas dans le Svalbard, la grosse goutte de semences. Ce n'est nulle part. En Inde, c'est 90%. Ça, c'est des chiffres selon la FAO. Moi, j'ai valu à 75-80 à peu près les variétés disparues au Québec. Il n'y avait rien qui se faisait pour le Québec. Et je vais vous parler du fait que la semence, c'est la sécurité alimentaire. C'est le début de la sécurité du système et c'est notre, pas juste la sécurité, mais notre, en langue des signes, là, je le dis à tous les jours, je ne sais pas pourquoi, mais comme notre assurance alimentaire, notre souveraineté, merci, notre souveraineté alimentaire. Donc, la souveraineté, c'est vraiment, les semences sont la clé aussi de la souveraineté. Quand vous allez manger ce midi, là, vous allez tout regarder votre assiette et vous allez dire, oui, c'est des légumes, oui, il y a ci, il y a ça, ça vient majoritairement d'une graine. Et ces graines-là, ces semences-là, ont 75% des variétés sont disparues. Plusieurs raisons. Industrialisation, transport. Est-ce que quelqu'un peut juste montrer ma chaudière en arrière qui est là? Je m'excuse, j'ai oublié de la prendre. Le transport, la perte de relève, merci. La perte de relève, hein, je veux dire, on a quitté nos fermes, on est rendu en ville. Et surtout, la standardisation. Gold medal, pas très standard pour mettre dans une boîte avant chez Métro ou chez IGA. Okay? Ça se défait. Dans 2 jours, cette tomate-là, qui est une tomate de mon champ, si je la laisse sur le comptoir, va avoir l'air un petit peu rabougrie. Tandis que celle-là, c'est une variété commerciale. Je veux dire, je ne testerai pas ici, mais si je la lance sur le mur, je suis sûre qu'elle rebondit. Donc, elle est faite pour Costco. Okay? Là, je viens de vous imaginer en 2 secondes la différence vraiment de paradigme qui était autrefois et aujourd'hui. On a besoin des variétés qui se lancent sur un mur. Non. On a besoin quand même des variétés qui ont certaines caractéristiques pour l'industrialisation, mais peut-on faire différemment en ayant des marchés plus courts, en ayant des marchés plus locaux? Qui fabrique les hybrides? Ça, c'est 2008 en plus. Qui fabrique les semences, les OGM, les hybrides et les pollinisations libres? Monsanto a été avalé par Bayers, vous le savez. Ce que je veux amener avec ça, comme mon collègue l'a dit, ce sont des gros conglomérats. Nos semences ne sont plus locales. Là, vous allez dire, ouais, mais j'achète mon panier de famille chez Épictère et je veux dire, c'est local, c'est biologique, je connais mon fermier. Oui, et ces gens-là font un travail formidable. Ils changent le système, ils font du local, mais ils sont pris avec quelque chose. Les semences qu'ils achètent sont, même dans le bio, là, il hoche la tête parce qu'il me connaît et il dit, elle va le dire, sont faites par Monsanto. OK? Ouch, peut-être pas mes plumes. Malheureusement, ces semences-là c'est les grosses compagnies qui contrôlent notre biologique aussi. Donc, les fermiers biologiques, les fermiers conventionnels n'ont pas accès, n'ont pas un choix éclairé à des semences locales, et la hausse des sourcils, et à des semences faites, pas des semences nécessairement patrimoniales. Je ne vous dirai pas toute la différence entre les OGM, les pollinisations libres et les hybrides, mais pour le besoin de la cause, on va parler de semences paysannes. Les semences paysannes, qu'elles soient anciennes ou des semences comme on crée maintenant à Terre Promise, on s'amuse, on fabrique des légumes. C'est-à-dire on fait des croisements, tout ça, ces semences-là sont adaptées localement. C'est la sécurité alimentaire.
Et, juste tourner le PowerPoint, s'il vous plaît, sont produits de l'histoire locale. C'est notre histoire, OK? C'était basé sur des communautés. Quand on est arrivé ici, les premiers colons, je parle des premiers colons francophones, blancs, bon, on mangeait des pois. La tonne de pois dans les champs était, je pense que le tiers, c'était juste des pois. On cultive presque plus de pois. On nous appelait les pissous, c'était pas pour rien. Et ces pois-là, il en reste 3 variétés uniquement qu'on a trouvées dans des banques de semences. Puis le reste, c'est tous des hybrides. Quand vous achetez des pois, ce n'est pas des pois locaux, même si ils ont été cultivés localement. Ils sont locaux parce qu'il y a eu quand même un effort, mais il faut se demander d'où vient la graine. On peut tourner. OK. Tu passes, c'est pour une autre formation. Oui, merci. Nous, ce qu'on a décidé de faire en permaculture, on s'est dit, ouch, OK, on va changer de système. Et j'en viens au fait que ça rejoint ce que mon collègue disait. Dans un système, on ne peut pas changer juste une chose pour s'attendre à ce que tout fonctionne. Si je vous dis demain, est-ce qu'il y en a qui ont des jardins? Oui, il y en a plusieurs qui ont des jardins. Est-ce que de ces gens-là, qui arrose son jardin? Bon, vous arrosez votre jardin. Nous n'arrosons pas. On arrose quand on plante et on n'arrose plus. Si vous rentrez chez vous ce soir et vous n'arrosez plus vos plantes, vous allez avoir un problème. Oui, mais la madame, elle l'a dit en avant dans la conférence. On n'arrose pas parce qu'on a changé chaque partie du système. Les hybrides faits par Monsanto et autres de ce monde sont plus gros, sont plus joufflus, c'est de la... Bref, je perds le mot, mais ça prend plus d'eau, ça prend plus d'intrants. Et étant plus gorgé d'eau et étant plus gorgé d'azote de tous les intrants qu'on émet, bien, ça attire les insectes. Plus d'insectes, plus de pesticides. Bon, je vous explique la chaîne rapidement. Ce qui fait qu'en utilisant nos semences, année après année, qui s'habituent à nos maltraitages de pas d'arrosage, c'est des semences qui s'habituent au milieu. Oui, la productivité est un peu baissée, puis on fait tout à la main. On fait tout à la main, ce qui amène quand même un gros lot de travail. Mais ce système-là, qui a été mis en place depuis 5 ans, maintenant porte ses fruits. On a des super belles récoltes, mais c'est pas parfait, hein? C'est vraiment pas parfait. Puis on pense que le monde des semences est un monde méconnu, on peut tourner, c'est un monde méconnu qui vraiment est le mal-aimé, le parent mal-aimé de l'agriculture. Alors ça, c'est des exemples juste concrètement de ce qu'on fait. On a beaucoup de pays. La biodiversité que ça apporte est hallucinante. On garde nos roches, on garde nos bouts de bois pour que les couleuvres s'y cachent, ce qui fait que ça mange les insectes, que les insectes nuisibles, et ça fait comme ça un chemin. Je ne veux juste pas oublier de vous dire certaines affaires. Fait en faisant ça... Pardon? C'est une couleuvre. C'est la couleuvre brune en voie de disparition endémique. Tu sais, celle de l'échangeur turco là, qui ont changé. On a hérité de la couleuvre de l'échangeur turco. Que voulez-vous? Puis c'est ça, les solutions, là, c'est pas juste que sur les épaules des semenciers. C'est aux gens en agriculture, c'est au public d'aller, de prendre cette conscience-là. Quand vous allez au marché ou quand vous recevez votre panier, demandez, OK, mon légume vient d'où? C'est quelle sorte? C'est quelle variété? Hey, ça, là, ça vaut des rires des fois. Je vais au marché Jean Talon. C'est quelle variété d'ail? Ah, c'est l'ail du Québec. OK. Donc, ça vaut la peine de demander. Fait que c'est ça, les hybrides prennent plus d'eau, plus d'intrants, et naturellement, bien, notre argent va à des compagnies qu'on voudrait plus locales. Alors, la résilience, vraiment, une résilience à contrer ce système-là, serait vraiment de sauvegarder nos semences, de les prendre et de les distribuer et de les partager. Parce que c'est beau, on les garde pour soi, mais les semences élevées, cultivées localement, sont beaucoup plus résilientes. On en a parlé ce matin, je ne répéterai pas, mais avec les aléas climatiques, tous les aléas, aussi des insectes, tu sais, on n'avait pas la maladie de Lyme, là, les tiques montent. Pour vous, c'est peut-être pas un problème présentement à Montréal, mais nous, à l'île Bizarre, ben là, on a plus de tiques. Ce qui veut dire qu'à chaque jour, c'est de faire en sorte que les employés se checkent pour pas attraper de maladie. C'est avoir un gel le 9 septembre, il y a 2 ans, au lieu d'en octobre, qui scrape la moitié de ta récolte dans un parce qu'on n'a pas de serre, on fait tout sur place. Les aléas climatiques, ça va être des changements en variation qui vont rendre l'agriculture encore plus sensible, encore plus, je veux dire,
Cette année, à l'Ibizard, vous avez entendu des nouvelles des inondations, on a été inondés, on a commencé la saison 3 semaines après tout le monde. Bien, 3 semaines, quand tu plantes tes tomates, puis qu'ils viennent plus tard, si tu as un gel le 9 septembre, c'est une pression énorme sur les agriculteurs. Et on ne va pas se le cacher, on a déjà beaucoup d'instabilité, instabilité dans la température, instabilité dans le financement pratiquement inexistant, instabilité dans ton sol, dans tes insectes ravageurs. C'est certain qu'une stabilité et une souveraineté alimentaire de tes semences, et de ne pas dépendre de quelqu'un d'autre, ben c'est une richesse. Et c'est notre richesse. J'ai rien d'autre à ajouter. Merci. Semences patrimoniales qui sont disparues, ça veut dire qu'on en prend plus soin, qu'on les breed pas, c'est-à-dire qu'on les sélectionne pas, okay, les agriculteurs. D'un autre côté, l'industrie travaille beaucoup aux hybrides, parce que les hybrides, tu ne peux pas les reproduire. Tu peux sous certaines conditions, mais bref, pour faire repas, ne pouvant pas les reproduire, il faut les... Ah, vous êtes bon. Donc, pour les acheter, c'est sûr que les compagnies ont plus avantage à développer ce genre de semences-là. Donc, elles sont beaucoup plus accessibles présentement sur le marché pour les agriculteurs. Les agriculteurs, qu'ils soient bio ou conventionnels, ont les mêmes contraintes, malheureusement, du marché. Un panier bio, s'il faut qu'il fasse 2350 carottes, ben, il va vouloir 3500 carottes stables, toutes la même couleur, puis récoltables quand ces paniers vont être à livrer, parce que vous voulez des paniers à telle date. Il y a une question aussi d'adaptabilité de la culture là-dedans. Alors, ces semences-là, ben, ils sont plus stables, ils sont plus régulières. Par contre, les semences patrimoniales, vu qu'ils ont une variabilité génétique, toujours dans un certain élastique, là, ben, ils sont plus variables, donc sont pas pareils, ils sont pas toujours pareils sur le plan, ils viennent pas à maturité nécessairement en même date, tout ça, mais ça fait de la résilience. Alors, le système québécois présentement est basé sur les hybrides parce que c'est ce qui est accessible, c'est ce qui est plus facile, puis comme je vous ai dit, l'agriculteur, il n'y a pas le savoir-faire. Il n'y a aucun cursus scolaire au Canada qui enseigne la conservation des semences. Il y a des professeurs qui l'abordent sous certains angles. Il n'y a aucun cursus scolaire qui enseigne la conservation des semences. Alors, à quelque part, est-ce qu'on en veut à nos agriculteurs de ne pas les conserver? Et je rajoute juste à cette question-là, est-ce que l'impact monétaire a été quantifié en matière de semences et sur les systèmes traditionnels, sur les systèmes alimentaires québécois ou les ressources naturelles? Non, il n'y a pas de quantité, on ne sait pas vraiment l'impact monétaire. Dans les chiffres, là, je peux vous dire, on est une quinzaine de semenciers artisanaux au Québec. Vous pouvez trouver la liste sur notre site internet promise.ca. On a, Lynn Bellemare le dit, là, à peu près, je dirais un chiffre de 99% des semences utilisées, que ce soit dans le conventionnel ou dans le bio, viennent de grosses compagnies. Les patrimoniales ne sont pas utilisées au Québec. On disait qu'en France, il y a quand même un développement un peu plus important, pas au Québec. Et quels seraient les meilleurs légumes ancestraux à cultiver au Québec, au champ, à la maison, au jardin? Mon Dieu, cultivez pas votre Provigo, votre IGA. C'est bon, là, des tomates et des concombres, mais faites de la scorsonnaire, faites du salsifis, des crônes du Japon, des cucamelons. Là, tout le monde fait « Ah, what? » Faites des choses... Quoi? Viendrez me voir après. Faites des choses qui sortent de l'ordinaire. Pourquoi? Parce que vous allez avoir une plus grande biodiversité alimentaire, plus de vitamines, plus de différents minéraux que simplement du concombre ou de la tomate. Puis de toute façon, je veux dire, ces légumes-là ne sont pas adaptés au transport et à toutes les commodités de l'épicerie, donc ils ne seront jamais commercialisés. Je veux dire, du Chervie, c'est affreux à laver, c'est super long. Il n'y a pas une industrie qui va vous laver du Chervie pour vous le servir chez Métro, ça vaudrait une fortune. Lavez-le chez vous, c'est lait du Chervie. OK. Alors, c'est super difficile à laver, mais c'est tellement bon. Donc, la réponse à ça, c'est vraiment ne faites pas, ne copiez pas votre épicerie dans votre jardin. Prochaine question, tu peux y aller. Oui, je vais répondre à la question. Pardon, je l'avais sous les yeux. Oui. Est-ce qu'on serait capable de nourrir la planète entière sans agriculture industrielle à 8 milliards, alors que certaines régions ont des terres arides? Verveine velouté. Alors,
effectivement, c'est un grand enjeu et je pense que c'est un des plus gros mythes promus par l'agriculture industrielle, c'est elle qui nourrit le monde. Alors, en réalité, c'est faux. Il y a une étude scientifique qui est parue l'an passé qui démontre qu'on serait capable de produire en biologique. Bon, biologique, je sais, ça ne veut pas dire non industriel, malheureusement, je pourrais revenir là-dessus, mais ça serait déjà un très bon pas parce que ça voudrait dire sans intrants chimiques de synthèse, pesticides, engrais. Et en gros, ça serait possible à condition de réduire de 50% l'alimentation de viande et de réduire de 40% le gaspillage alimentaire. Demain, quoi. À très court terme, ça serait très possible si on arrivait à faire ça. Donc évidemment, ça demande un changement des habitudes alimentaires, mais ça prend aussi des mesures collectives pour entraîner ces changements. On ne peut pas juste dire « Ah oui, il faut arrêter de manger la viande ». Bon bref, il faut collectivement s'engager vers un mouvement, vers des mesures, vers des pratiques, vers des politiques pour réduire la consommation de viande, que ce soit en augmentant le prix, que ce soit par plein d'autres façons possibles, mais c'est essentiel. Et pour le gaspillage alimentaire, là aussi c'est essentiel de réduire le gaspillage alimentaire dans tous les différents secteurs, que ce soit à la maison, en transformation, en distribution. Mais ce qui est essentiel à se mettre dans la tête, c'est que l'agriculture non industrielle est plus productive que l'agriculture industrielle. L'agriculture agroécologique, je vais pas amener le chiffre, mais produit plus en productivité, mais demande plus de main-d'œuvre. Donc c'est l'impact, un peu comme Lynn l'a dit. Oui, aujourd'hui, nos systèmes sont industrialisés parce qu'elles ont essayé de minimiser la main-d'œuvre en dépendant d'intrants chimiques et de ressources fossiles, finalement. Mais si on coupe les intrants chimiques et on coupe drastiquement dans les ressources fossiles, pour idée, en production biologique, c'est à peu près 30 à 40% de ressources fossiles utilisées en moins, enfin de combustibles fossiles utilisés en moins, mais encore une fois, ça peut dépendre. Donc c'est possible de nourrir et de produire en grande quantité. L'enjeu, c'est pas la quantité de nourriture, c'est sa répartition et comment on se la partage et en quelle quantité. Mais voilà. Donc voilà, les monocultures sont très inefficaces parce qu'on cultive une plante sur une grande surface, alors que les cultures type agroécologie ou permaculture, on arrive à avoir une multiplicité de plantes sur une surface donnée. Oui, pardon. Comment serait, selon vous, un système alimentaire résilient? Là, peut-être que Lynn, tu pourras dire, mais moi, de mes lectures que j'ai faites pour préparer, si je reprends simplement ce que Pablo Servigne disait, pour lui, c'est un système local, donc diversifié, décentralisé, cyclique. Donc là aussi, on récupère les nutriments. Local, diversifié, décentralisé, cyclique, transparent, avec des liens sociaux forts. Donc voilà, c'est un peu ça. Et la suite de la question, c'est à quel point il serait réellement résilient face à l'ampleur des changements climatiques. Voilà, on n'a pas d'autre choix d'essayer, dans tous les cas. Donc il faut essayer, et on verra, on s'adaptera, et puis on n'a pas le choix. Je ferai du pouce là-dessus avec la question qui dit, oui, mais en ville, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'agriculture? Comment on peut faire ça avec des semences locales ou encourager la biodiversité? Scrapez votre gazon. Enlevez votre gazon. Enlevez toutes les surfaces, mon Dieu, gazonnées. Il y a tellement d'espace en ville où on peut jardiner. Puis là, on se dit, oui, mais tu sais, ça marche pas, je suis pas bonne. C'est sûr. Si tu l'as jamais fait, c'est pas la première année que tu vas avoir un jardin luxuriant, plein de chervis et de tomates. Ça prend de la patience. Fait que je pense qu'en ville, c'est d'essayer et de s'accaparer les espaces, que ce soit nous ou par guérilla gardening, les espaces publics, pour nourrir la ville. Parce qu'on peut pas, je ne crois pas qu'on puisse nourrir la ville avec tous les espaces qui sont là. On va être dépendant quand même de l'agriculture extérieure de Montréal, mais on peut faire notre bout de chemin. C'est ça. Pour répondre à la question, pourquoi le système agroalimentaire québécois est resté bloqué donc dans sa non-souveraineté alimentaire et quelles sont les solutions? C'est Ruth Becky. Comme je l'ai dit rapidement à la fin, je pense qu'il y a un verrouillage technologique des grandes compagnies qui s'assurent que les choses ne changent pas. Il y a un modèle de consommation à bas coût, c'est qu'on on a fait croire aux consommateurs que la principale qualité de leur alimentation, c'est quand elle n'était pas chère. Moins vous payez cher, en général, plus les techniques de production sont externalisées. Enfin, les coûts de production sont externalisés sur la société. Et évidemment, il y a ce système politique captif, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la politique fait le jeu de l'agro-industrie. Au Québec,
ça se traduit concrètement, c'est que le développement agricole, ses objectifs, c'est des objectifs économiques pour favoriser les fermes qui vont exporter, que ce soit du porc, du maïs, du soya, autre chose. Bon, bref, des monocultures exportatrices. On favorise ça aujourd'hui. Dans la récente politique bioalimentaire du Québec, on parle de doubler les surfaces de bio pour passer de 2 à 4%. Bref, en fait, ils font rien. Ils investissent 2% du budget de la nouvelle politique bioalimentaire dans le bio, vraiment, et le reste à plus de 70% là, dans la favorisation des cultures d'exportation. Donc ça explique pourquoi c'est bloqué. Puis, je ne sais pas si vous voulez rajouter des choses là-dessus. Non, je pense que c'est assez complet. Il reste 5 minutes. Okay. Je répondrai rapidement à, plutôt que d'utiliser des semences paysannes issues du, je ne comprends pas le mot, ne devrait-on pas viser des semences paysannes modernes ou fertiles, mais améliorées avec des techniques courantes? Rapidement, je vais répondre à ça. Du passé. Oui, du passé, parce que effectivement, les semences patrimoniales du passé, qui sont patrimoniales aujourd'hui, ben, demain, les semences patrimoniales, c'est celles qu'on crée aujourd'hui. Et on en crée, à ta promise, on a fait de la tomate Minuit à Montréal, et à l'issue d'un croisement, on l'a stabilisé, tout ça est super bon. Mais je vais rapidement vous expliquer quelque chose. La tomate, ça prend 5 ans à 6 ans à la stabiliser, c'est-à-dire à avoir le résultat qu'on veut. Donc, il y a une parcelle où je fais pousser ma tomate, où j'ai des résultats des fois non concluants, un peu plus pâteux, un peu plus moins goûteux. Là, avec les employés, il faut la désherber, il faut y mettre du fumier, il faut la recouvrir de copeaux, il faut la surveiller, il faut la défendre contre les chevreuils. Et tout ça, alors, pendant 5 ans, savez-vous, monétairement parlant, ça coûte combien de développer une variété? On le fait parce qu'on tripe, mais après ça, le sachet de semence, si on y pense, là, je parle pour parler, vous est vendu, vous pouvez reproduire cette semence-là. Donc, vous n'avez plus besoin de l'acheter. Vous avez dépensé 3,25 pour mon sachet de semence pour une tomate que j'ai mis 5 ans à développer avec des employés. On le fait parce qu'on tripe. Mais d'un côté, c'est pour ça que les nouvelles variétés ne sont plus développées. Avant, le gouvernement avait des subventions pour ça, avait des stations de recherche, ça se faisait. Maintenant, ça a été délégué aux grosses compagnies qui font ça en monoculture dans d'autres pays, dont en Chine, et c'est plus fait localement. Alors, c'est la réponse plate, c'est ça. Mais c'est ça, c'est du plaisir. Je vais répondre en groupe aux deux questions. Comment lutter contre les projets de mines au nord du Saguenay, Frédéric Deschamps, ou quel levier les citoyens ont sur les entreprises pour démanteler ce système. En gros, moi je pense que déjà ce qu'on fait ici aujourd'hui c'est essentiel, c'est-à-dire arrêter de se sentir seul. Donc on se regroupe, on est conscient des données, en tout cas on a accès à ces données et on est capable d'agir en cohérence avec. Alors évidemment, il ne suffit pas de savoir pour agir en cohérence, mais il faut aussi accepter de prendre des risques. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un stade où, moi personnellement, je pense qu'on doit prendre des risques pour changer ou orienter différemment et créer un nouveau système alimentaire. On ne peut plus juste se regarder en disant ah, ça va s'écrouler, puis on va continuer. Donc je pense que notre rôle là, c'est de se rassembler, d'avoir confiance en nous et d'arriver à poser des actions oui, qui vont clasher avec le reste de la société, mais qui vont permettre de mettre le point sur les enjeux de société à discuter. Et donc, cette mobilisation, oui, ça passe par la désobéissance civile, moi j'en suis convaincu. Si on ne passe pas par cette forme de désobéissance civile, ben, pour moi, ça revient à accepter l'inhumain du futur. C'est-à-dire que malgré toute notre conscience qu'on a, on n'aura plus ou moins rien fait. Et moi, je suis un peu provocateur, je dis, et si justement cette mobilisation collective, elle ne passe pas par son potager. Non, ça passe par une prise en main collective du système alimentaire. Pas juste faire son potager en se disant « Ah ben moi, au moins, s'il y a une crise, j'aurai mes tomates. » Non, bon, c'est absurde. Il faut arriver à atteindre les leviers collectifs, donc à s'organiser en communauté pour produire et pour agir sur... Ben, aujourd'hui, collectivement, on continue de subventionner l'agro-industrie. Pourquoi on fait ça? Comment on pourrait faire des actions de désobéissance civile pour faire fermer la mine d'engrais, pour faire que ce soit au Saguenay ou à Bécancour, hein, c'est juste pas loin, là c'est à 1 heure de route, on pourrait faire très facilement des actions comme ça. Donc moi vraiment, j'appelle à ça et je voudrais qu'on en fasse plus. Et je pense que, voilà, un peu comme ça se passe sur le climat, il faut faire les liens avec l'agriculture parce qu'évidemment, l'agriculture est un enjeu, le système alimentaire est un enjeu clé, je pense, dans l'effondrement en tout cas. Oh, oui, ok. 5 minutes, rajouter 5 minutes. 5 minutes, ok. Donc,
C'est les bonnes semences, ça pousse bien. Où se situe le brin d'espoir? Faire tomber les multinationales ou attendre la masse critique pour les initiatives locales? Moi, je suis un peu pour le bimodal. Je pense pas qu'il faille faire tomber personne. Je pense que c'est dans la culture, puis je pense que c'est dans nos petites actions qu'on va finir par faire quelque chose. Si on achète, acheter, c'est voter, j'ai pas besoin de vous le répéter, je pense que vous êtes assez conscientisés là-dessus, mais posez des questions. Posez des questions. Moi, ma vision de l'agriculture plus tard, du système, c'est un système bimodal où l'agriculteur va pouvoir acheter des hybrides. Puis s'il veut acheter des hybrides de chez Monsanto ou de chez Bayers, là, je vais dire une chose, mais c'est correct, mais qu'il y ait un choix éclairé de le faire, qu'il y ait accès au patrimonial, qu'il y ait accès aux semences paysannes et qu'il puisse choisir qu'est-ce qui est le mieux pour la situation actuelle dans laquelle il vit. Présentement, il n'y a pas le choix. La dépendance est là, la souveraineté alimentaire n'est pas là. Fait que moi, je suis pro-choix. Ça se disait mal, ça. Moi, si tu peux me permettre d'être en désaccord avec toi, moi je pense que vraiment on a besoin d'arrêter de se sentir coupable en tant que consommateur de ne pas faire les choix parfaits. Parce qu'aujourd'hui, la logique néolibérale, industrielle, bon bref, vient à culpabiliser les individus pour leur faire croire « Ah oui, mais regarde, plutôt que d'acheter ça, tu aurais pu acheter ça, ou tu aurais pu me acheter... » Bref, à nous castrer, ou pas nous castrer, mais finalement à nous frustrer de la situation et de nos capacités d'action. Donc moi je pense que vraiment ça passe par une mobilisation citoyenne collective et ça passe aussi par accepter de s'engager. Je fais beaucoup de conférences, enfin j'en fais quand même des dizaines, et à chaque fois les gens me disent qu'est-ce qu'on peut faire, mais moi ce que j'entends dans leurs questions c'est qu'est-ce que je peux consommer. Donc finalement il reste dans une logique individuelle de consommation. Aujourd'hui on doit passer à une autre étape. Arrêtons d'essayer de penser que en posant des questions, ça va changer le système agricole qui est en train de s'industrialiser à vitesse grand V. Je veux dire, ça marche pas, clairement. Donc pour moi, la mobilisation, elle passe par une prise de conscience donc des enjeux, mais aussi par prendre des risques. Par exemple, réduire son temps de travail pour s'impliquer. Ou, si on ne veut pas réduire son temps de travail, accepter de donner 10% de son salaire à une cause auquel on tient à cœur. J'en suis sûr que combien d'entre vous sont allés au restaurant dans les 2 dernières semaines? Combien d'entre vous ont donné un montant qui va payer à ce restaurant dans les 2 dernières semaines à une cause auquel il défend? Voilà, je pense qu'aujourd'hui, on reste conscient, mais en complet décalage dans nos actions quotidiennes. On continue de travailler comme si de rien n'était, on continue de consommer comme si de rien n'était, et on continue de donner 5 $, équitaire une fois de temps en temps en pensant que c'est correct. Ça ne marche pas, quoi. Donc voilà, vraiment passer au niveau suivant d'action, je pense que c'est un message à passer, à marteler, puis c'est urgent de le faire. Mais je ne suis pas totalement en désaccord avec toi, c'est juste le mode, la façon d'y arriver aussi. Effectivement, tu ne peux pas juste changer, comme je disais tout à l'heure dans mon équipe, on ne peut pas juste changer une chose, on ne peut pas juste se dire bon, ben, tu sais, qu'est-ce que je consomme, tout ça, parce qu'un coup qu'on met le pied dans l'engrenage et qu'on change une chose, il y a plein d'autres chaînons qui vont changer. Ça demande du temps, ça demande de l'énergie, mais ça vaut tellement la peine. Bon, j'ai une tomate à faire tirer parce qu'il n'est pas question que je revienne à la maison avec cette grosse affaire-là. Alors, le seul moyen que j'ai trouvé rapidement pour la faire tirer, au lieu de vous demander un numéro, c'est qui a plus de 3 enfants? Oh, c'est à toi la tomate! Elle a levé la main avant. Elle ou il. Fait que tu viens de rechercher ta tomate. Je suis pas toute seule, je suis désolée pour la démographie. Merci.